Tour de table, Denis Charbonnier, RCF Charente. Un tour de table un peu particulier aujourd'hui. Les étudiants MCO Management Commercial Opérationnel du groupe Alternance, en partenariat avec RCF Charente, proposent un nouveau rendez-vous éphémère sur cette antenne. Rien à faire ensemble. Une émission qui casse les codes. Les invités qui ne se connaissent pas, ne se sont jamais rencontrés, échangent sur leur vie, leur passion, leur métier, sans jugement ni a priori, autour des questions des étudiants. Les étudiants aujourd'hui sont Clément Bougeot et Thomas Leboeuf. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous pouvez donc nous présenter vos étudiants, Clément ? Oui, bonjour. Donc moi, je suis étudiant donc en BTS MCO au groupe Alternance, Angoulême. Et aujourd'hui, en studio, nous recevons Gaëtan Sourdet, chef d'entreprise de FCB Conseil, figure de Urban Section, et face à Mathilda Favard, community manager au sein du CIJ, donc Centre Information Jeunesse, et présidente dévouée de Mathilda Pas à Pas, donc qui est une association. Donc aujourd'hui, 2 univers et 2 énergies au rendez-vous. Et je vais laisser Clément se présenter. Alors du coup, moi c'est Clément, pareil, alternance chez groupe Alternance, en première année. Ok, donc pour commencer, vous nous confirmez bien que vous ne connaissiez pas avant ? Oui. Oui, effectivement. D'accord, très bien. Donc, du coup, on va commencer par quelques questions qu'on a faites avec Clément, justement, pour avoir 2 visions et voilà. Alors déjà, première question, quelle innovation technologique espérez-vous voir se réaliser dans votre vie ? Galant, je vais laisser répondre. Alors moi, ça va peut-être vous étonner, mais du coup, ce serait plutôt au niveau médical, parce qu'il y a des avancées qui progressent, notamment pour redonner la vue aux aveugles, pour donner la marche à ceux qui ne peuvent plus, notamment avec des robots, des exosquelettes qui existent beaucoup en Amérique, mais pas en France encore. Enfin, en France, c'est plutôt dans les structures médicales pour tout ce qui est rééducation, mais pas en vente parce que c'est beaucoup trop cher, et pour l'armée, mais pas encore pour les particuliers dans le besoin en France. Donc voilà, c'est une avancée qui a besoin d'être financée et d'être testée. Donc pour moi, ce serait plutôt sur le thème médical. Voilà. Alors, bien sûr, je crois que le côté médical, on aimerait tous que les innovations aillent beaucoup plus vite, notamment pour les personnes qui en ont besoin. Je vais sortir un peu des sentiers battus parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, si je reprends juste mon âme d'amateur de science-fiction, j'avoue que j'aimerais bien avoir de la cryogénisation. C'est-à-dire que pouvoir éventuellement se faire cryogéniser et revenir des centaines d'années plus tard, voir comment le monde a évolué. Voilà. Ça, c'était plus pour la partie cinéphile, mais sinon, je suis d'accord avec Mathilda sur la partie quand même avancée médicale, et c'est très important. Voilà. D'accord, très bien. Donc une autre question, si vous pouvez changer une chose dans le monde, quelle serait-elle ? Une seule. Une seule. Une seule Peu importe. Comme vous Vas-y, je voulez. suis galante maintenant. Vas-y, Gaël. Changer une chose. Peut-être la famine, ouais. La famine, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours étonné, mais dans le mauvais sens du terme aujourd'hui, qu'on arrive à avoir des zones encore dans le monde. Aujourd'hui, on a des gens qui meurent de faim. Alors, il y a plein de combats encore à mener, mais je pense que la famine et la gestion de l'alimentation sur la planète, c'est quelque chose quand même si je pouvais, c'est ça, si on pouvait faire changer une chose, ouais, ça serait la famine peut-être, ouais. Et moi, du coup, ce serait certaines mentalités, toutes les discriminations qu'il peut y avoir, que ce soit religion, couleur, handicap, toutes les discriminations qu'il peut y avoir sur Terre. Voilà. Donc les mentalités. Hein. Ouais, très bien. Okay. Alors du coup, une autre question sur les JO. Quel impact les JO de Paris 2024 auront-ils sur l'engagement des jeunes dans le sport ? Tu veux que je reprenne ? Oui. T'es souvent galante, je trouve, il n'y a pas de souci. Alors en fait... ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, j'ai pratiqué énormément de sport collectif. Aujourd'hui, par le biais d'Urban Section, je gère une structure où j'ai 540 élèves, notamment avec la pratique du breakdance, donc qui va être un sport olympique cette année à Paris en 2024.
moi, ce que je trouve, c'est qu'en France, on est loin encore des standards, par exemple, anglo-saxons ou américains, avec les universités où le sport fait vraiment partie de l'activité régulière des étudiants, hein, avec bien sûr tout ce qu'on a, les pôles universitaires. On voit même aussi qu'aujourd'hui, nos meilleurs sportifs français s'entraînent à l'étranger. Je prends Léon Marchand, qui a un grand avenir de la natation et qui est déjà même multiple champion du monde, et aux États-Unis. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas assez de place dans le sport à l'école. En tout cas, c'est souvent vu comme on a l'UNSS, on a le sport en cours, mais on n'arrive pas forcément à adapter les programmes des sportifs. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on est là, par exemple, sur Angoulême, où on a des centres de formation comme la CFC, le SA15. Aujourd'hui, même les entreprises ont des fois du mal à s'adapter en proposant des horaires qui pourraient coïncider avec les horaires des sportifs. Donc, j'ose espérer que les JO, en tout cas, vont avoir un impact positif. J'espère que ça ne va pas juste être un coup d'épée dans l'eau en disant on met le sport au cœur du système parce que c'est les JO et que économiquement et financièrement, il y a quelque chose à lever avec, mais que derrière, on ait vraiment des réelles retombées avec un engouement sur l'ensemble des sports et qu'on arrive peut-être à prendre conscience que le sport, c'est aussi bien pour la santé physique et mentale pas que des sportifs, mais de tout le monde, et de le remettre au cœur des activités des jeunes, c'est quelque chose d'important, parce que notamment, ça prône des valeurs de non-discrimination, d'inclusion et autre chose comme ça. Et de partage surtout, de partage. Parce que pour moi, le sport, ça réunit, ça fédère autour d'un sport, et je trouve que c'est hyper important que le sport ait toute sa place au sein de nos vies. Voilà. Notamment en handicap aussi, moi j'ai fait de la natation en handisport, donc je sais que le sport est hyper important pour le côté rassemblement. Voilà. Et moi j'avais une autre question en plus de cette question, c'était surtout, j'ai vu dans l'actualité que les JO de Paris allaient donner l'accès à tous, donc du coup pour les JO. Est-ce que vous pensez que cette chose va être respectée justement ? Qu'est-ce que tu appelles par l'accès à tous ? Parce que... aux handicapés, parce que du coup c'est pas facile forcément Paris pour ça. Donc du coup je me pose la question et avoir votre avis. Alors ce qui est compliqué, JO, pas JO, déjà c'est au niveau de tout ce qui est adaptation au niveau des parkings, au niveau des trottoirs, tout ça c'est compliqué. En plus quand il y a un événement aussi gros que les JO, ça complexifie la chose parce qu'il y a plus de monde qui vont venir. Donc c'est compliqué que ce soit adapté pour tous maintenant, et j'espère qu'ils font ce qu'il faut quand même pour rajouter des places, pour rajouter des espaces adaptés, qu'on puisse aussi participer à cet événement. Alors après, par rapport aux JO, là je vais prendre plus ma casquette un peu ma casquette économie, c'est-à-dire que je pense que les JO, on a une double approche au niveau des Jeux Olympiques. On a une approche très sportive, sociale, où on va prôner le rassemblement, le sport. On va devenir le centre du monde pendant 15 jours, et donc tous les regards vont être braqués vers nous, où là en plus on a une première belle fête au niveau des sportifs, des JO classiques, mais aussi après des Paralympiques. Donc pendant un mois, quasiment un mois et demi, la France va être le centre du monde. Donc ça, j'ai envie de dire d'un terme sportif. Mais derrière, faut pas oublier que c'est quand même régi par une économie. Et aujourd'hui, on le voit quand on regarde le prix auquel sont les produits dérivés des Jeux Olympiques. Même les constructions qu'il peut y avoir. Moi, j'interviens souvent, je donne des cours en Seine-Saint-Denis, et donc je suis passé notamment il y a encore un mois de ça, à côté du nouveau centre nautique qui est à côté du Stade de France. On voit qu'il y a des choses qui sont faites, il y a des emplois qui ont été créés, il y a des choses qui ont été mises en place, mais par contre je pense que ça va être, pour parler poliment, un sacré bordel à Paris, parce que tout ne sera pas forcément prêt, on va pas se le cacher, mais il y a des gros enjeux, je pense, pour l'État, en termes de consommation, en termes d'économie, en termes de rayonnement aussi, ne serait-ce que politique, puisque je pense que pour Emmanuel Macron, c'est aussi un enjeu de son quinquennat de réussir les JO, et notamment en termes aussi de sécurité quand on regarde la géopolitique actuelle. Et je pense que tout ça conjugué, ça risque de nous donner quand même quelques sueurs froides au mois d'août. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, on espère que les promesses seront tenues. Et voilà. J'ai une question pour Mathilda, justement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton association, du coup ? Alors du coup, mon association personnellement s'appelle Mathilda Pas à Pas. Alors, parce que je roule, mais j'ai espoir de marcher un jour.
Du coup, cette association aide les personnes handicapées, que ce soit sportivement, moralement, financièrement pour divers projets, mais également m'aide à acheter du matériel coûteux lié à mon handicap parce que le handicap coûte très cher et malheureusement on n'est pas riche, ça c'est faux. C'est très cher, mais l'argent n'est pas... Pour nous c'est compliqué. Pour exemple, mon fauteuil que j'ai actuellement coûte 38 000 euros et j'ai eu que 20 000 euros d'aide par l'État. Donc voilà, ça reste très coûteux et c'est nécessaire à ma vie quotidienne pour aller travailler, pour me déplacer tout simplement. Donc ce n'est pas un caprice, c'est bien quelque chose de nécessaire à ma vie. Voilà. Donc c'est une association humaine avant tout. D'accord. Et du coup, l'association est toujours vivante ? Et toujours vivante, Voilà. On fait des manifestations régulièrement. D'accord. Et voilà, on a un compte Instagram, compte Facebook, donc faut pas hésiter à nous suivre sur Mathilda Pazapa. Voilà. Très bien. J'espère que les auditeurs auront entendu. Merci beaucoup. Et même question pour justement Gaëtan. Peux-tu me parler de FCB, justement, conseil ? Alors, FCB Conseil, oui, donc c'est une structure que j'ai créée il y a 4 ans. C'était un souhait de ma part, je me reconnaissais plus forcément dans les valeurs dans lesquelles j'exerçais depuis 14 ans. J'étais dans un grand groupe bancaire français. J'étais cadre, mais je me retrouvais plus, je prenais plus le plaisir à faire ce que je faisais au quotidien. Et donc, en fait, j'ai décidé de créer un cabinet de conseil destiné à aider les entrepreneurs, en tout cas à réussir leur lancement en tant que chef d'entreprise, à leur donner les clés au quotidien. J'ai créé ça donc le 5 mars 2020, donc 2 semaines avant le Covid. Donc, c'était un peu compliqué puisque je suis un bébé Covid en termes d'entrepreneur. Mais voilà, je suis très content du parcours fait jusqu'à présent. Les valeurs de l'entreprise sont fortes et on se développe assez bien, donc c'est chouette, c'est une belle aventure. D'accord, très bien. Donc on va mettre une petite courte pause de musique. Tour de table, RCF Charente. À l'instant, c'était le groupe Cassio Kids donc pour cette pause musicale de l'émission Rien à faire ensemble, proposée par les étudiants MCO, Management Commercial Opérationnel du groupe Alternance, en partenariat avec RCF Charente. Une émission qui est censée casser les codes, puisque les invités ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés, ils échangent sur leur vie, leur passion, leur métier, sans aucun jugement, ni a priori, autour de vos questions à tous les deux, Thomas Leboeuf et Clément Bougeot. Je vous donne la parole pour continuer cette émission. Alors maintenant, nous allons parler un peu de la pandémie. Et comment la pandémie a-t-elle changé votre perspective sur le travail et l'équilibre professionnel vie privée ? Alors, la pandémie, moi, m'a permis d'avoir un peu plus de télétravail et du coup de garder ce télétravail. C'est quelque chose d'important pour moi au niveau fatigabilité notamment, au niveau des trajets, pour me rendre à mon lieu de travail. Du coup, j'ai maintenant 2 à 3 jours de télétravail depuis et j'ai gardé cette habitude-là qui est très bien et très pratique pour moi. Après, niveau personnel, il n'y a pas eu vraiment de changement, mis à part qu'on a enlevé les masques et c'était bien cool pour l'été. Voilà, sinon, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Gaëtan. Alors, du coup, ça fait suite à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, la pandémie, c'était un peu compliqué moralement à vivre dans le sens où j'étais en train de créer ma structure. Donc, en fait, j'étais en phase de chômage, création d'entreprise. Tout était à l'arrêt, que ce soit moi, mon école de danse ou mon projet de création d'entreprise. Donc, c'était assez compliqué. Et au-delà de ça, sur la gestion vie privée, vie pro, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis un peu mis à bosser 7 jours sur 7, en fait, pour espérer à un moment donné pouvoir continuer mon activité et ne pas crever au bout de... je parle professionnellement au bout de 2 ans. Donc, et là, le problème, c'est que j'ai continué à bosser 7 jours sur 7, même, même après le Covid. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça nous a ouvert quand même pas mal de nouvelles méthodes de travail, notamment dans le conseil d'entreprise, dans la formation, l'adaptation, cette notion de résilience et d'adaptabilité aux nouvelles technologies, à l'utilisation, comme vous avez dû l'avoir aussi, sans doute, sur du travail avec du Teams en visio et une nouvelle approche. Donc en fait, professionnellement, beaucoup de développement en fait, au final et sur une réelle capacité d'adaptation. Après, par contre, sur les relations humaines, ça c'est autre chose. Très bien. Oui, c'est vrai qu'il y a même des métiers qui se sont découverts avec la pandémie du Covid.
qui a permis aux gens de travailler de chez eux, donc ce qui est très bien. Donc c'était Gaëtan Sourdé et Mathilda Favard. Une question un peu plus technologique. Quelle innovation technologique récente vous semble la plus prometteuse pour l'avenir ? J'aurais envie de dire l'IA, mais l'IA a aussi son lot de négativité, entre guillemets, parce que ça peut être dangereux, parce que maintenant, si tout est géré par l'IA, nous, je ne sais plus trop à quoi on va servir. Donc c'est à modérer, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle, mais notamment dans les films. Je trouve que, pour rappeler la première question qu'on a eue, au niveau des films, l'intelligence artificielle peut avoir des effets positifs, je pense. Mais voilà, je trouve que l'intelligence artificielle pourrait être positive pour notre futur. À voir. Bip, Joker. Non, je pense que je vais quand même dire l'intelligence artificielle. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Ça fait des gros débats. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrive à comprendre en quoi, dans chacun de nos métiers, il va pouvoir nous servir. Justement, faut toujours essayer d'avoir un temps d'avance. C'est-à-dire comment je vais pouvoir l'utiliser, moi, à mon profit dans le cadre de mes activités professionnelles ou personnelles. Par contre, on sait que ça va aller beaucoup plus vite que nous. Donc, à un moment donné, c'est d'arriver à regarder ce que ça peut nous apporter en positif. Moi, je suis pas trop... tu parlais des films, Mathilda. Moi, personnellement, le dernier Indiana Jones... en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Ils ont refait une scène en fait où ils lui ont rajeuni le visage comme il y a 30 ans. Et je trouve qu'en fait, moi, je perds son cachet. Ça veut dire qu'en fait, si demain on est capable avec tous les acteurs qui ont 50, 60 ans de tourner des films où en fait on les rajeunit, ça veut dire qu'en fait où est-ce que s'arrête aussi à un moment donné le rôle d'un acteur et pourquoi on aime les acteurs, c'est pour leur authenticité. Et je trouve que justement là dans les films, on est en train de toucher quelque chose où on est en train de perdre en fait de la réalité vraiment des choses et donc là je pense qu'il faut faire attention et après sinon dans le milieu de la formation ou du consulting, nous c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement en soutien, en appui, mais encore une fois il faut faire attention et éviter les dérives. D'accord, très bien. Mathilda, Gaëtan, quel impact pensez-vous que l'intelligence artificielle aura sur votre vie quotidienne dans les 10 prochaines années ? Bon, on y a un petit peu répondu déjà. Je trouve que faut faire vraiment attention à l'utilisation, que ce soit un assistant plus que quelqu'un qui nous fait à notre place. C'est vraiment pour nous aider dans la vie quotidienne ou pour améliorer des choses, mais pas faire à la place d'un humain. Faut pas que ça enlève des métiers. Moi, c'est un peu ça. Ma crainte, c'est que tout soit automatisé et que du coup, l'humain n'ait plus cette approche avec les humains qui est hyper important. On a tous besoin d'avoir des rapports humains pour avancer, pour s'enrichir. Et donc, faut pas que ça empiète sur ça, je trouve. Oui, là, c'est une question qui va encore dans la suite des autres. On a plus ou moins parlé. Et là, maintenant, on sait qu'on n'est qu'au début, au final, de l'intelligence artificielle. On ne sait pas trop où les limites vont s'arrêter. Justement, même les créateurs de l'intelligence artificielle, certains freinent des deux pieds parce qu'ils ont peur de jusqu'où ça pourrait aller. Donc, je pense qu'on n'est pas, on est loin encore de voir tout ce que l'IA peut nous réserver. Elle va faire partie prégnante de notre quotidien, que ce soit privé ou professionnel. Juste... j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je suis encore en train d'appréhender un peu le sujet. Je pense qu'on est tous un peu novateurs, mais j'ai envie de dire, ça nous ramène à l'époque où, alors peut-être pas notre génération, mais peut-être que c'est le consultant. Quand il y a eu l'arrivée d'Internet à l'époque. Je veux dire, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau et on s'est dit Internet n'aura pas de limite. Enfin, quand ça s'est lancé à l'époque, du coup, on va retourner la question un petit peu. Je sais pas si ça se fait dans l'émission, mais on va casser les codes. Je sais pas si c'est possible. Mais comment est-ce que aujourd'hui, nous, la perception de l'IA peut être similaire en fait à la perception, vous, de votre génération, quand vous avez eu Internet qui est arrivé ? Alors, dans le métier radio, effectivement, l'arrivée d'Internet a été une révolution, mais pas tant Internet que le numérique en lui-même. Parce qu'Internet, ça permet de trouver plein de choses, d'informations, de se renseigner, de s'informer, de se documenter. Ça, c'est merveilleux. C'est plutôt l'informatique qui a révolutionné, moi, mon travail en radio. Autrefois, on travaillait beaucoup sur bande magnétique, cassette, tout était le plus possible en direct parce que c'était
c'était difficile. Les robots, pour avoir un robot qui diffuse la nuit, c'était un mur de magnétophone, quoi, hein. C'était compliqué. Là, aujourd'hui, un poste informatique suffit à faire ça. Et là, il y a eu un changement de paradigme, j'allais dire, dans le métier. Il a fallu vraiment changer la façon de faire, finalement. C'est ça qui a été une révolution, plus qu'Internet, en fait, hein. Très bien pour ces réponses. Merci beaucoup. Une autre question. Quel est le livre ou le film qui a eu le plus d'impact sur vous dans votre vie? S'il y en a un, bien sûr. Pour ma part, moi, c'est Avatar. Alors, Avatar, ça a été un film... Je te l'ai piqué. Ouais. Alors, moi, Avatar, ça a été un film révolutionnaire pour moi, autant pour la beauté du film que pour le message derrière et l'espoir qu'il y a. J'y étais avec mes parents à l'époque, j'étais un peu plus jeune que ça. Et en fait, en sortant, je me suis mis à pleurer. Parce qu'eux, ils ont vu Avatar, le film en 3D, génial, etc. Moi, j'ai vu un homme qui marchait plus, qui a été dans un monde où il pouvait courir, grimper, sauter, faire tout ce qu'il voulait. Et pour moi, c'était... je me suis dit, mais est-ce que ce monde est réel? Est-ce que moi aussi, un jour, je pourrais aller là-bas? Et c'est juste un film qui m'a hyper touchée et qui est juste magnifique. J'aurais peut-être dû parler en premier. Alors, moi, pas pour les mêmes raisons que toi, même si, en fait, quand vous étiez venu au cabinet, je vous avais répondu déjà Avatar. Avatar dans le sens où moi, j'avais aimé dans ce film-là cette capacité qu'on pouvait, en fait, passer du monde... du quotidien avec tous ces tracas, tous ces problèmes, à justement en fait à un univers où en fait tout est mis de côté, on peut vivre des choses extraordinaires sans avoir forcément à se préoccuper de tous les problèmes qu'on a à côté. Sinon après le deuxième film moi qui m'a bouleversé, qui je pense aussi m'a fait travailler sur mes relations avec les autres, c'était La Ligne Verte, qui était un film qui m'a profondément marqué. Je l'ai vu très jeune, à défaut ou pas, mais en tout cas ça reste peut-être le second film après Avatar qui, dans ma façon de voir les choses avec les gens, m'a fait changer. Voilà. Alors maintenant, pour en savoir un peu plus sur votre jeunesse, que faisiez-vous entre 18 et 20 ans? Joker. Je sortais beaucoup, on peut le dire. Non, qu'est-ce que je faisais de ma jeunesse? Comme tout à chacun, hein, on sortait avec nos amis, avec la famille, les études, voilà, la vie courante, j'ai envie de dire, après, personnellement. Ouais, c'est ça. Après, genre, je sais pas, toi, à quel âge tu as commencé à bosser? Moi, j'étais déjà apprenti à 17 ans en banque. Donc, en fait, si tu veux, j'avais déjà les horaires de boulot. Voilà, on était à 40 heures par semaine, mais on sortait jeudi, vendredi, samedi, même le dimanche, parce qu'il y avait des boîtes qui étaient ouvertes. En fait, on faisait. Voilà. Et bon, aujourd'hui, c'est compliqué, hein. On sort une fois, il nous faut 3 jours pour s'en remettre, mais moi, ça va. J'ai bien profité, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qui vous apaise au quotidien dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce qui peut vous apaiser? Vous rentrez chez vous, vous dites ça m'apaise. Bon, moi, ça va être la musique. Enfin, la musique est plutôt la danse en général. Enfin, c'est-à-dire que quand je pose le cerveau du cabinet et que je me mets en mode danse le soir, ça me permet, c'est mon exutoire. Donc, on va dire que c'est ce qui m'apaise. Même si les élèves m'apaisent pas tout le temps, mais en tout cas, la musique m'apaise. Et moi, du coup, ce serait ma famille, mon conjoint et ma fille de 8 ans. Même si à 8 ans, c'est pas tout repos, mais ça m'apaise parce que du coup, on rentre et on est en famille, on peut faire des choses, de la cuisine, enfin, des choses en famille. Donc, c'est un moyen de se retrouver. Voilà. En voyage, quel type de transport n'utilisez-vous jamais? Mes pieds. Ah ouais, c'est ça. La course à pied. Ah ouais, t'es trop forte là-dessus. C'est un transport. Ça va être plus sur le côté comme l'avion par exemple pour réduire son empreinte carbone qui peut polluer. Donc, Bip, c'est que ça dépend des destinations. Il y a des destinations, bien sûr, que quand tu peux te permettre de... Enfin, aujourd'hui, par exemple, moi, ça me semblerait inconcevable de devoir prendre l'avion pour partir en quelque part en France. À part si professionnellement on ne me laisse pas le choix, mais si on a le choix, je pense de passer par des moyens qui sont moins énergivores, on le fait. Il y a des destinations, quand tu pars à l'autre bout du monde, c'est compliqué de ne pas prendre l'avion aujourd'hui. Donc après, à moins de revoir son mode de consommation du voyage aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà.
Et moi, en termes de handicap, j'ai pas beaucoup de choix. En termes de transport, à part une voiture adaptée, les avions sont adaptés, il me semble, j'en ai jamais Ah, pris mais tu encore. roules en électrique, c'est Oui, pas mal. Ouais. c'est pas mal déjà. roule tout le Tout temps le monde ne le électrique. fait pas. Tout le monde ne le fait pas, mais voilà, moi, il n'y a pas de forcément. Très bien. Merci à tous les deux d'être venus sur la radio RCF. Avec grand Eh ben, plaisir. grand Merci à plaisir. vous. Et merci à vous pour l'organisation et la possibilité. Merci. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci, une émission donc présentée par deux étudiants en MCO Management Commercial l'opérationnel du groupe Alternance en partenariat avec RCF Charente, Clément Bougeot et Thomas Leboeuf qui recevaient aujourd'hui dans cette émission Gaëtan Sourdet, fondateur de Urban Section, et Mathilda Favard qui son association Pas à Pas également qui travaille au SIG, c'est ça, un community manager. Merci à tous les deux. La réalisation technique aujourd'hui était signée Raphaël Gamache.